Bonsoir, bienvenue donc, à cette réunion publique organisée donc, par le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste de Rennes. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Tertrais, qui est un éminent membre de ce groupe, non moins éminent, et Isabelle Attard, qui se présentera elle-même, que certains d'entre vous doivent déjà peut-être connaître un peu. Je vais quand même l'introduire un peu. Ancienne députée Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, archéozoologue, directrice de musée, si je ne m'abuse, et autres. Et c'est fini. Voilà. Je suis mandaté pour vous faire une petite présentation du groupe La Sociale. Le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste est donc fédéré au sein d'une organisation qui s'appelle la Fédération anarchiste. Organisation qui promeut l'autonomie des groupes et des individus qui la composent, sur le mode du fédéralisme libertaire. Au groupe La Sociale, on va dire la plupart d'entre nous sont engagés essentiellement sur les questions syndicales, mais pas uniquement. Donc, ce soir, effectivement, on a un point fort sur les questions environnementales. C'est pas la première fois, ce sera sûrement pas la dernière. Chacun est libre au sein de notre organisation de tenir les propos qu'il souhaite dans le cadre de nos principes associatifs, notre pacte associatif qui s'appelle les principes de base. Vous pouvez trouver les principes de base de la Fédération anarchiste sur Internet si ça vous intéresse. Qui structure, on va dire, notre modèle de pensée, sans avoir la prétention, évidemment, d'appeler à gouverner la société selon ces principes-là. Je vous invite à aller y faire un tour si vous avez l'occasion. Donc, au groupe La Sociale, nous disposons d'un certain nombre d'outils. Et nous avons différents investissements. Parmi les outils, nous avons un local, 17 rue de Châteaudun, à Rennes, dans lequel nous tenons des permanences les mercredis et samedis après-midi, de 14 à 18h. Nous avons différents outils numériques, blog, Twitter, Facebook, Mastodon, Diaspora, j'en passe, et des pires ou des meilleurs. Nous faisons également des ventes de notre hebdomadaire, le mensuel, de la Fédération anarchiste qui s'intitule Le Monde Libertaire. Nous faisons des ventes de ce journal au marché des Lys, tous les samedis de 11 à 13h, en haut de la place des Lys. Je pense avoir fait un peu le tour de la présentation du groupe. N'hésitez pas à discuter avec nous. Il y a une table de presse sur le côté également, qui est issue de la librairie du local. Librairie qui fait également bibliothèque, donc vous pouvez emprunter des bouquins, des CD, etc. Voilà, je vais passer la parole à... Alors je ne sais pas comment vous êtes organisé, à Jean-Pierre dans un premier temps. Bonne réunion. Bonsoir, merci d'être venu, malgré la concurrence déloyale de la Coupe du Monde de foot. Le thème de la soirée, vous l'avez vu, c'est l'écologie, est-elle soluble dans l'électoralisme et le capitalisme. Donc on s'est partagé, Isabelle et moi, la tâche. Donc Isabelle va traiter plutôt de la partie électoraliste, sachant qu'il y a forcément quelques points communs. Et moi, plutôt du capitalisme, une relation entre écologie et capitalisme. Et aussi de la gravité de la question écologique, parce que je pense que si je ne traitais pas cet aspect, la question perdrait beaucoup de son intérêt. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que le capitalisme est responsable de la crise écologique, mais qu'elle est grave, les années qui viennent, les décennies qui viennent vont être difficiles. Et donc j'ai préparé une intervention qui dure à peu près 25 minutes avec quelques documents. J'ai une petite bibliographie que je pourrais distribuer aussi pendant le débat. Donc d'abord une rapide chronologie, et puis ensuite quelques éléments d'interprétation. Ce qu'on nomme l'hyperconsumérisme a tellement colonisé notre imaginaire que certains croient réellement, je pense pour certains,
que la société a toujours été comme ils la voient. Or, les archéologues sont formels, ils n'ont retrouvé ni caddie, ni caisse enregistreuse datant du néolithique. Et en plus, comme cruelle ironie de l'histoire, des anthropologues, comme Pierre Classe par exemple, ou Marshall Salis, j'ai mentionné les œuvres dans la bibliographie, ont montré qu'à l'ère pré-capitaliste et pré-étatique, les sociétés donc, que nous on qualifie volontiers de traditionnelles, de primitives, contrairement à nous, qui sommes une civilisation bien sûr avancée, au sens où le fromage peut l'être, donc ces sociétés sont démographiquement stables et vivent en harmonie avec leur milieu. Et en plus, plusieurs d'entre elles, il ne faut pas non plus idéaliser toutes les sociétés qui ont préexisté, mais plusieurs d'entre elles se caractérisent par le sens du partage, le refus des structures d'autorité, l'absence de désir d'accumulation, et n'ont même pas connu le burn-out. Donc c'est juste incroyable. La naissance du capitalisme donc, ne va pas créer l'exploitation de l'homme par l'homme, parce qu'effectivement, elle existe déjà sous d'autres régimes. L'esclavage est largement antérieur au capitalisme. Par contre, ce qui caractérise le capitalisme, c'est l'accumulation du capital, précisément. Et donc, la naissance du capitalisme va impulser une croissance économique significative qui n'existait pas en temps de croissance. Il y avait bien sûr un accroissement de la production et de la démographie depuis très longtemps, mais très peu significatif. Et donc, ça va susciter bien sûr une première préoccupation, très minoritaire bien sûr, pour les ressources naturelles. Alors, certains économistes de l'époque s'en sortent par une pirouette qui s'avérera être une erreur fatale. Le raisonnement, c'est de dire que puisque les ressources naturelles sont illimitées, elles sont quasi gratuites et n'interviennent pas dans les calculs. D'où l'aberration du fameux produit intérieur brut. Et donc, la planète, progressivement, va devenir à la fois un supermarché et une poubelle. La terre agricole, un support inerte. Donc, le débat, pour ces économistes-là, le débat est clos. C'est-à-dire qu'il y a une succession de faits, de découvertes, d'inventions. Les énergies fossiles, le taylorisme, le fordisme, la chimie, le plan Marshall, je le cite en vrac, la prétendue aide au développement, de Truman notamment, le nucléaire, etc., etc. Tous ces éléments liés à une forte augmentation démographique, je pense qu'on reviendra, j'espère du moins là-dessus, sur une question qui est scandaleusement taboue. Et donc tout ça se résume à la réalité actuelle, c'est que 2 siècles et demi de capitalisme industriel ont procédé au saccage systématique de la planète. Donc on ne va pas faire le bilan, mais je pense qu'on en parlera au moins partiellement. Donc à partir de là, on peut faire désormais deux remarques. D'abord, contrairement à ce que les dirigeants essayent de faire croire, la croissance économique n'est donc pas un phénomène naturel, mais une exception historique, et qui sera de plus de courte durée, puisque la parenthèse est déjà en train de se refermer. Donc là, je voudrais montrer, j'ai quelques schémas. Là, ça, c'est la production pétrolière. Donc le début, c'est à peu près vers 1900. Le premier puits pétrolier, c'est 1859, aux États-Unis, parce qu'il y en avait eu un avant en Pologne, je crois. Et la fin prévue, donc vers 2100. Avec un pic, c'est pas tout à fait juste, c'est pas un pic si pointu, c'est normalement ce qu'on appelle un peloton ondulé qui peut durer 4, 5, 6, 7 ans, on ne sait pas, puisque précisément l'humanité n'a pas d'expérience dans ce domaine. Mais voilà, ça veut dire que l'ère du pétrole, c'est 2 siècles, c'est-à-dire dérisoire par rapport à l'histoire de l'humanité. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que la production n'est plus censée répondre à la demande, comme dans les sociétés traditionnelles précisément, elle la stimule au contraire par des besoins artificiels. Elle devient précisément une fin en soi. Et donc ça veut dire que le sens de l'histoire est assimilé au développement illimité des forces productives. Donc le capitalisme ne peut se concevoir effectivement qu'à grande échelle, il est fondé sur le gaspillage, et donc il est forcément suicidaire. Donc ce seul argument devrait suffire à le discréditer définitivement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Buffon écrivait en 1778 « La force entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme ». En 1778, on se demande ce qu'il dirait aujourd'hui, parce qu'effectivement, la perception de l'impact des activités humaines sur le milieu naturel ne date pas d'aujourd'hui. On pourrait citer aussi d'autres exemples, même antérieurs. Mais ce qui est particulier quand même, c'est que les dommages infligés à la nature, notamment par l'aménagement capitaliste du territoire et par les activités militaires, entre autres, sont si flagrants depuis le milieu du XXe siècle que les années 1960-1970 vont voir émerger la question écologique avec évidemment beaucoup de diversité dans la conscience politique. Je cite simplement quelques noms, mais j'aurais pu en citer beaucoup plus. J'ai dû, pour préparer, élaguer beaucoup de choses. Alors je commencerai par Rachel Carson. C'est le classique. Hein. On a tendance à faire remonter la contestation écologique à
a le code de l'alarme. Donc oui, on a tendance à faire remonter la contestation écologique au livre de Rachel Carson, Le Printemps silencieux, paru en 1962. Et donc Rachel Carson, donc, qui a combattu contre le DDT et fini par obtenir son interdiction. On peut citer parmi les intellectuels des années 70 qui ont marqué donc, cette période et qui sont à nouveau revisités aujourd'hui dans le cadre de la mouvance de la décroissance. Donc Lewis Mumford, Jacques Ellul, qui a surtout travaillé sur la technique, le système technicien, Ivan Illich, sur les notions de contre-productivité notamment, André Gorz, Murray Bookchin, qui soutient que la domination de l'homme sur la nature découle de la domination de l'homme sur l'homme, et peut-être surtout Nicolas Georgescu-Roegen, qui montre que la science économique moderne a superbement ignoré les dimensions biogéophysiques de l'activité humaine. Et donc, voilà, c'est le père spirituel de la décroissance, hein, Nicolas Georgescu, qui était économiste et mathématicien. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, également, une revue, La Gueule ouverte, qui était une revue d'écologie, la première revue d'écologie politique, dont, à mon avis, la décroissance aujourd'hui n'est qu'une pâle copie. Et donc, cette effervescence des années 60-70 sera laminée, effectivement, par le rouleau compresseur du néolibéralisme, et notamment avec Thatcher et Reagan. Donc, dans le déni collectif, la dégradation de la biosphère se poursuit évidemment, puisque personne, enfin presque personne, ne veut entendre ces alertes. Je n'ai pas cité aussi le rapport du Club de Rome en 72, et il y en a beaucoup d'autres. Donc effectivement, puisqu'il y a un déni collectif, la situation continue de se dégrader sur le plan écologique, entre autres, hein, parce qu'elle se dégrade aussi sur le plan social, et donc parce qu'effectivement, dans un même système, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, il y a 4 notions fondamentales qui sont importantes à connaître pour comprendre la situation. La première notion, c'est l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, donc cette notion, elle apparaît au début des années 1990 déjà, à la suite des travaux de Wackernagel et Ries. Elle montre que nous prélevons les ressources naturelles plus rapidement qu'elles ne se reconstituent. On pourra voir peut-être plus en détail tout à l'heure entre renouvelables et non renouvelables, mais voilà, j'ai été obligé dans les 25 minutes de supprimer effectivement beaucoup de choses que j'aurais voulu détailler. Mais voilà, donc on prélève les ressources plus rapidement qu'elles ne se reconstituent, ce qui évidemment ne saurait durer très longtemps. Donc dans le prolongement de ces notions-là, donc selon une ONG américaine, la date à laquelle l'humanité a consommé autant de ressources naturelles que ce que la Terre peut renouveler durant l'année entière arrive de plus en plus tôt. Alors c'est à peu près dans les années 70 que l'empreinte écologique devient égale, avant elle était inférieure, aux capacités de régénération de la planète. En gros, dans les années 70, l'empreinte écologique égale ce que la planète peut régénérer. Et donc ça intervient au 31 décembre. Et donc depuis, évidemment, l'empreinte écologique, les capacités biologiques de la planète diminuent plus ou moins rapidement. L'empreinte écologique, elle, augmente au contraire. Et donc la date à laquelle l'humanité a épuisé son quota, entre guillemets, de ressources renouvelables, est surgit de plus en plus tôt. Et en 2018, c'était le 1er août. Ça veut dire que cette année, ce sera forcément fin juillet. Voilà. Donc cette notion d'empreinte écologique, elle confirme donc l'intuition de Nicolas Georgescu, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, la première édition de son bouquin, c'est en 1979. La deuxième notion importante, à mon avis, c'est la notion d'anthropocène. L'anthropocène, donc cette notion, elle traduit le fait que l'humanité est devenue une force géologique majeure, au même titre que les glaciations, l'érosion, la tectonique des plaques ou le volcanisme. Mais elle induit très clairement, dès le départ, un clivage. D'un côté, une conception portée par ce qu'on appelle une vision prométhéenne, c'est-à-dire la recherche illimitée de puissance, et un optimisme dans l'évolution, et qui accorde une place prédominante à la technoscience. C'est ce point de vue qui prône la géoingénierie, ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire une médecine de la Terre. On a esquinté la Terre par le progrès technique, on fait croire aux gens qu'on va la rénover, résoudre des problèmes, par toujours plus de technologie. Et donc stabiliser le climat et protéger la nature. C'est aussi cette notion qui soutient, dans le même ordre d'idée, ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme augmenté.
on a aussi abîmé l'homme sur le plan intellectuel, moral, psychologique, etc. Et donc, on va l'augmenter par la technique. Parce qu'effectivement, ce transhumanisme, cette perspective, ouvre des gigantesques parts de marché et surtout un contrôle absolu de l'homme. Voilà, donc ce point de vue, à la fois de géo-ingénierie et de transhumanisme, il est évidemment défendu par ceux qui soutiennent le capitalisme. Donc de l'autre, donc tout le monde ne tient pas à cette position, effectivement, à travers l'anthropocène. C'est-à-dire à partir d'un même diagnostic, on ne porte pas les mêmes remèdes. Donc de l'autre côté, il y a une posture qui, au contraire, tend à réhabiliter politique. Elle défend, au contraire, la nécessité d'un abandon du mode de vie dit occidental pour adopter des modes de vie soutenables, fondés sur une harmonie précisément avec la nature. Et donc les plus radicaux préfèrent parler non pas d'anthropocène, mais carrément de capitalocène. Et donc ils mettent en évidence la centralité du capital au cœur de ce qu'on appelle la modernité industrielle. Et donc en appréhendant l'anthropocène comme un phénomène politique global, ceux qui tiennent cette position expriment que l'humanité dans son ensemble n'est pas responsable de l'entrée dans l'anthropocène. Et que ce sont même précisément les populations les plus fragiles qui héritent d'une planète de moins en moins hospitalière. Parce qu'effectivement, quand on compare à la biosphère ou aux autres espèces, il peut être important de parler d'espèces humaines, je pense qu'il est important, notamment sur l'aspect démographique, le fait que l'espèce est sortie de sa niche écologique et a colonisé carrément la planète. Mais, effectivement, ces notions anthropocènes, si on n'entre pas dans le détail politique, si on ne fait pas d'analyse politique, peut faire croire que la responsabilité des 7,5 milliards d'individus est la même. Or, non, évidemment. C'est-à-dire que le discours de l'anthropocène ne doit pas occulter les inégalités intra-espèces. Donc, je citerai 3 chiffres pour le comprendre. Le premier, c'est 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2,5 $ par jour. Ce ne sont pas ceux-là qui détruisent la planète. Le deuxième chiffre, c'est, durant les années 2000, les 45% de personnes les plus pauvres de la planète ont émis 7% seulement des émissions de CO2. Au même moment, les 7% les plus riches émettaient, eux, au contraire, 50% des émissions. Et le troisième chiffre, qui est dans le même ordre, le taux d'émission par personne en tonnes de carbone est de 10,94 au Qatar, c'est presque 11, 4,71 pour les États-Unis, c'est-à-dire déjà plus de 2 fois moins, 1,57 pour la France et 0,01 pour le Tchad ou le Mali. Donc des différences considérables dans les atteintes portées à l'environnement. Alors concernant cet anthropocène, il reste une question à régler entre les scientifiques, celle de la date à laquelle faire débuter cette nouvelle ère. Donc là-dessus, les scientifiques ne sont pas unanimes. Certains voudraient voir comme origine la révolution industrielle, avec le recours aux énergies fossiles. C'est une accélération considérable de l'histoire, effectivement. D'autres voudraient le voir même plus tôt encore, à la naissance de l'agriculture néolithique. C'est là que l'homme a commencé à transformer de manière significative son environnement. Mais la grande majorité des scientifiques s'accordent en fait pour ce qu'ils nomment la grande accélération et l'explosion de la bombe atomique, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qu'ils appellent la grande accélération se situe donc dans les années 50 ou 60 ou 70, puisque tous les secteurs industriels n'avaient pas commencé avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est au moment où la société de consommation s'emballe, effectivement, et ils veulent souligner par là la responsabilité énorme du capitalisme. Donc là, je ferai circuler pendant le débat les schémas. Donc là, il y a 24 indicateurs. Donc il y a le tourisme international, les transports, les grands barrages, la consommation d'eau, consommation d'engrais, la population, la pêche marine. Voilà, il y a 24, enfin je vous les montre comme ça, mais il y a 24 indicateurs où on voit effectivement que globalement, hein, c'est pas rigoureusement mathématique, mais globalement jusque dans les années 50, 60, 70, il y a un développement linéaire, à peu près linéaire, et après, il y a un emballement effectivement qui est que ces valeurs deviennent potentiellement exponentielles. Donc c'est-à-dire c'est une convergence, c'est vraiment une accélération de l'histoire considérable qui fait que tout ça en même temps accroît considérablement l'impact sur les écosystèmes. Alors la troisième notion, donc après l'empreinte écologique et l'anthropocène, c'est l'effondrement. La notion d'effondrement qui fait peur et on comprend pourquoi. Et donc cette troisième notion est la suite logique des deux autres en fait. Et puisqu'il y a ce que les scientifiques appellent les limites planétaires, par exemple, le changement climatique, la destruction de la biodiversité et l'extinction des espèces, la perturbation des cycles biogéochimiques, on en reparlera un peu tout à l'heure, l'acidification des océans, les différentes formes de pollution, la surconsommation d'eau,
la dégradation des terres agricoles, la déforestation entre autres. Tout ça, donc c'est ce qu'ils appellent les limites planétaires. Et c'est précisément parce que l'humanité a d'ores et déjà franchi une grande partie de ces limites planétaires que les conditions d'habitabilité de la planète ne peuvent que se détériorer. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'experts prévoient non pas seulement une crise écologique, entre guillemets, parce qu'une crise par définition c'est limité dans le temps, mais un effondrement au moins partiel et à plusieurs niveaux. Effondrement écologique, bien sûr, économique, financier et ensuite démographique. Là, je pense qu'on reviendra, je l'espère, sur la question démographique. Et donc notre société, qu'on appelle thermo-industrielle, qu'on appelle aussi extractiviste, est devenue si complexe et si dépendante d'énormes circuits de distribution d'énergie, d'eau, de nourriture, d'information, qu'elle est devenue extrêmement vulnérable. Donc, effectivement, c'est sa puissance même qui l'a rendue vulnérable. Et il y a un livre, je crois que c'est d'Alain Gras, qui s'appelle Puissance et fragilité, je crois que c'est Alain Gras. Et donc, elle est devenue vulnérable de plusieurs façons. D'abord, l'épuisement des ressources, on en parlera un peu tout à l'heure, les dysfonctionnements, les défaillances humaines, le sabotage, le terrorisme, les conflits, ne serait-ce que pour l'appropriation des ressources devenues de plus en plus rares, dans un monde de plus en plus surpeuplé. Et donc, la période, selon les études, la période où cet effondrement deviendra visible, significatif, parce qu'il a déjà commencé, on pourra voir tout à l'heure les signes qui se manifestent d'ores et déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, l'effondrement deviendra visible entre 2030, globalement, selon les scénarios, et 2070. Or, 2030, c'est dans 10 ans. Et donc là, voilà, j'ai prévu d'autres schémas, je crois que c'est celui-là. Alors, il y a trois échelles. C'est la relation entre la population, l'environnement et les ressources alimentaires. Ouais. Donc, les ressources alimentaires sont symbolisées par l'épi de maïs, l'environnement est symbolisé par l'arbre, et bien sûr la population par la silhouette. Et donc, vous voyez, il y a trois étapes, 1980, 2000 et 2020. Et on voit effectivement la silhouette grandir par rapport à l'environnement et aux ressources. C'est-à-dire, effectivement, ça traduit l'impact de l'homme sur l'environnement, un impact de plus en plus considérable. Il y a aussi un autre schéma qui peut être intéressant, c'est le seuil de sécurité alimentaire. L'indice de sécurité alimentaire qui diminue, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y a un plafonnement depuis plusieurs années des rendements des grandes cultures. Et on pourra analyser peut-être tout à l'heure justement les critères qui rentrent dans la production alimentaire, qui sont nombreux et qui sont presque tous défavorables. Voilà, donc l'effondrement. La quatrième notion, là j'aurais aimé la développer parce que bon, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, c'est la décroissance. Mais bon, c'est pas l'objet de la soirée, donc voilà. La décroissance, je pense que tout le monde a entendu parler un peu. C'est-à-dire c'est la réorganisation d'une société autour d'une sobriété énergétique et effectivement d'un rapport, encore une fois, plus harmonieux avec la nature et donc nécessairement d'une remise en cause des modes de vie que véhicule précisément le capitalisme. Donc l'effondrement et la décroissance, ce sont deux notions qui font suite directement effectivement à la notion d'empreinte écologique et d'anthropocène. Et donc ce sont deux notions qu'il vaudrait mieux anticiper que subir. Alors, quelle réaction des classes politiques par rapport à cette dégradation de l'environnement? Alors, donc, Isabelle en parlera plus précisément que moi tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire, c'est que tant que la situation ne leur a pas semblé préoccupante, ces classes politiques, elles ont soit ignoré, soit tourné en dérision ces problèmes, ces questionnements de romantique, entre guillemets. Et progressivement, donc, la réalité s'est imposée à eux, par la gravité des situations, puisque les problèmes ne sont pas traités, donc ils s'aggravent, la pression de l'opinion publique, et dans certains pays, la montée des partis verts dans les scores électoraux, qui les ont obligés à réagir. Mais comme, évidemment, dans le cadre du capitalisme, aucune décision politique ne pouvait venir contrarier les intérêts économiques, on voit seulement les discours se verdir sur l'échiquier politique, et notamment autour de l'imposture que constitue le développement durable. Donc on va s'attarder un petit peu sur le développement durable, parce que c'est quand même, effectivement, l'arnaque du siècle. Donc le développement durable est apparu au début des années 80. Il a été popularisé en 87 dans le rapport Brundtland, donc c'est cette Bible-là, où il y a des choses très intéressantes, où on démonte beaucoup les modes de vie, de transport, de production agricole. On montre que ce sont des aberrations, sauf qu'on ne va pas plus loin. Et donc ça aurait été intéressant d'aller plus loin, parce que on aboutissait forcément, s'il y a une logique à ce livre,
c'est la remise en cause du système capitaliste, et évidemment, cette logique-là, elle ne va pas au bout. Et donc, le développement durable, à travers ça, on reconnaît que la plupart des solutions qui ont été adoptées dans les pays occidentaux n'ont fait que déplacer les problèmes au lieu de les résoudre. Donc, cette notion de développement durable, par rapport à ce livre-là, elle sera peu à peu vidée du contenu subversif qu'il aurait pu avoir, mais qu'il n'a pas eu. Et donc, le développement durable deviendra l'arme maîtresse des dirigeants qui, au nom du développement et de la réduction de la pauvreté, vont perfectionner surtout l'économicisation, la marchandisation, la financiarisation des phénomènes naturels. Parce qu'effectivement, c'est ce qui les intéresse. Et donc, on peut lire, entre autres vœux pieux, parce qu'il y a beaucoup de vœux pieux là-dedans, je l'ai dit tout à l'heure, on lit cette phrase, que j'ai notée, j'aurais pu en noter beaucoup d'autres. À mesure qu'un système s'approche de ses limites écologiques, les inégalités ne font que s'accroître. Ça aurait été très intéressant de développer pourquoi. Mais malheureusement, ça ne l'a pas été. Et donc, cette notion de développement durable, elle appelle plusieurs remarques. Et la première remarque, j'en ai noté 5 ou 6, on va peut-être en noter d'autres, hein, mais voilà. Alors, la première remarque, c'est sa définition. Sa définition en elle-même est, à mon avis, une imposture. Parce qu'il est défini le développement durable comme, donc je cite la définition officielle du développement durable, par ceux qui l'ont mis en œuvre, c'est la capacité pour la génération présente de satisfaire leurs besoins sans compromettre celle des générations futures de satisfaire les leurs. Alors, or, compte tenu de l'état actuel de la planète, il est d'ores et déjà certain que les générations futures ne pourront pas satisfaire leurs besoins au sens où nous entendons une autre aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et je pense que beaucoup de jeunes l'ont déjà compris. La deuxième remarque, c'est que le développement durable revendique la croissance pour justement permettre de prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux. Or, une croissance illimitée dans un monde limité est rigoureusement, mathématiquement impossible. Voir Kenneth Boulding, la citation est de lui, qui était précisément économiste. Et donc même une croissance zéro, comme le prenait le Club de Rome dans les années 70, ne résoudrait rien. Et troisième remarque, c'est que ce discours de développement durable met l'accent sur la nécessité du changement de comportement individuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la simplicité volontaire, ce qui est tout à fait pertinent, hein. Sauf qu'on met en avant le comportement individuel, la nécessité de changer individuellement pour mieux évacuer les principales causes des dégâts environnementaux, qui sont évidemment les politiques publiques menées depuis plus d'un demi-siècle, dès la Seconde Guerre mondiale précisément, par les gouvernements successifs en matière d'énergie, c'est-à-dire on a fait le nucléaire et le pétrole au lieu des énergies renouvelables, en matière de transport, la voiture individuelle au lieu du train, l'urbanisme, l'agriculture industrielle, chimique, au lieu de l'agriculture biologique, ou l'agroforesterie, ou la permaculture, qui était déjà dans les réflexions à l'époque, et donc dans le seul but de répondre à la loi du profit. Donc c'est pourquoi le développement durable ne pouvait que préconiser des solutions techniques, par exemple l'éolien, le solaire, l'électrique, l'hydrogène. À chaque fois qu'il y a un problème, on vous sort un terme technique. Et ce qui permet d'évacuer encore une fois, les problèmes politiques. On ne parle jamais en termes de problèmes politiques, c'est-à-dire la réorganisation d'une société. La quatrième remarque que je ferai, c'est que le bilan, ça aurait pu être la première, le bilan de 30 ans maintenant de développement durable, puisque c'est 87, est négatif. La situation s'est détériorée dans pratiquement tous les domaines. Quand je dis pratiquement, c'est 98%. Il y a peut-être que la couche d'ozone, avec le protocole de Montréal en 87, où on a réussi à sauver un peu les choses. Autrement, tout le reste s'est détérioré, ce qui était évidemment largement prévisible. La cinquième remarque que je ferai, elle résume, et elle rend presque inutile à la limite les autres, c'est que c'est une déclaration, donc qui vaut effectivement les meilleurs arguments pour discréditer le développement durable. Donc cette déclaration, c'est celle de Louis Schweitzer, qui était ex-PDG de Renault, et qui disait, donc je cite Louis Schweitzer, qui disait « Le développement durable n'est ni une utopie, ni même une contestation, mais la condition de survie de l'économie de marché. » Donc c'est un modèle accompli de cynisme, mais ça a au moins le mérite de la clarté. C'est-à-dire que les entreprises, si elles veulent ne pas disparaître, elles doivent s'adapter. Et donc le développement durable, c'est effectivement la perpétuation du capitalisme, mais vert. Sauf que même vert, le capitalisme n'a aucun avenir. Alors, les défenseurs du développement durable s'appuient évidemment sur un certain nombre d'arguments, que moi je préfère dire de pseudo-arguments. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la dématérialisation de l'économie. Alors, leur discours, c'est le fait de dire que, partant du fait donc, que ce sont les flux de matières premières et d'énergie qui contribuent à la dégradation de la planète, il suffirait, selon eux, de découpler la croissance des activités économiques de celle des flux de matière et d'énergie.
Il suffirait de développer des services plutôt que des biens. Sauf qu'il s'agit d'un leurre, parce qu'il n'y a pas d'investissement immatériel pur. Les infrastructures, notamment de l'ensemble du réseau informatique mondial, avec notamment les centaines de milliers de kilomètres de câbles transocéaniques, et les millions d'ordinateurs et autres objets connectés, représentent un impact écologique considérable. Et Internet, par exemple, pollue autant que le secteur aérien. Et la production mondiale de papier, qui devait décroître très rapidement depuis 10-15 ans, a encore augmenté de 0,8% en 2016. Donc, à quoi a servi le développement durable? Évidemment, à rien. Et donc, contre ce pseudo-argument de dématérialisation, les contre-arguments ne manquent pas. J'en ai noté 4 ou 5, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. D'abord, la fameuse base matérielle, elle n'a pas disparu. La base matérielle et énergétique, elle a simplement été de la prétendue économie qu'on appelle économie cognitive, économie de la connaissance, post-industrielle. Donc cette base matérielle, elle n'a pas disparu, elle a été seulement massivement transférée vers les pays émergents. C'est-à-dire on a externalisé la pollution. Et donc, un deuxième argument, c'est que le capitalisme, j'ai dit tout à l'heure, a de toute façon besoin de croissance pour seulement se perpétuer. Donc les multinationales vont maintenir de toute façon les niveaux de production. Ils ne peuvent pas faire autrement. Un troisième argument, je reviens encore sur un cheval de bataille, c'est que d'ici à 2050, plus d'1 milliard d'individus vont arriver, au moins en théorie, avec des besoins nouveaux en termes d'alimentation, d'habitat, de vêtements, de chauffage, de transport, de loisirs. Donc, c'est chaque année entre 70 et 80 millions d'habitants qui arrivent sur la planète. C'est l'équivalent de plus d'une France. Et on va nous faire croire que c'est avec une civilisation immatérielle qu'on va faire vivre ces gens-là. On sait par ailleurs que plusieurs métaux nécessaires aux nouvelles technologies vont disparaître dans les décennies à venir. Là, j'ai encore un schéma qui est tiré du livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux. Et notamment, on y apprend, donc c'est des références sérieuses, on y apprend notamment que dans les 20 ans qui viennent, et même un peu moins de 20 pour certains, il y a 6 minerais qui vont disparaître. L'antimoine, l'étain, le plomb, l'or, le zinc, le strontium, l'argent. Entre 12 et 21 ans. Et certains, pas beaucoup plus. Voilà, je ferai circuler ça aussi. Ça veut dire qu'on table sur des technologies qui, ou ne seront pas faisables matériellement, ou seront si chers, parce que si certains produits ne disparaissent pas totalement, il est évident que les produits vont monter. Le prix du cuivre a augmenté de 300% en, je sais plus, 15 ans, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est énorme. Et on est, à mon avis, qu'au début. Voilà, donc finalement, cette soi-disant économie immatérielle ne se substitue pas à la précédente, mais au contraire lui ajoute ses nuisances. Donc là aussi, il s'agit d'une imposture. Autre argument des tenants du développement durable, l'amélioration de l'efficacité énergétique. Alors, la rationalité technique permet effectivement de produire un même objet avec moins de ressources, ça c'est une réalité, c'est pas un mensonge, sauf que le problème c'est que parallèlement, on multiplie le nombre d'objets. Par exemple, on fait des ampoules à basse consommation, mais on met davantage d'ampoules. On fait des voitures consommant moins d'essence, mais on multiplie le nombre de voitures. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de voitures sur la planète, ce qui est absolument désastreux sur le plan écologique. On sophistique les équipements, si bien que les gains qui sont issus de progrès technologiques réels se trouvent complètement anéantis. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Un troisième argument, enfin, soi-disant argument, c'est le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire on fait croire que celui qui va polluer va payer. Or, c'est faux, évidemment. Là, il s'agit évidemment que de poudre aux yeux, quand on sait, par exemple, que l'agriculture industrielle pollue l'eau, épuise les nappes phréatiques en absorbant 70% des ressources mondiales. L'agriculture absorbe 70% des ressources mondiales en eau, contre 20% seulement à l'industrie. Et en ne payant évidemment que des sommes symboliques. On sait par ailleurs que la mondialisation implique une dilution des responsabilités, qui rend difficile, voire impossible, l'identification des auteurs de délits, comme par exemple les dégazages en mer ou les décharges sauvages. Donc c'est un leurre de faire croire que les gros pollueurs sont les payeurs. Un autre argument, c'est, qui est dans le même ordre de grandeur, la responsabilisation des entreprises. Là encore, il s'agit d'un rideau de fumée. Les classes politiques préfèrent effectivement l'écologie réparatrice à l'écologie punitive, ce qui conduit à la mise en place d'une bonne gouvernance, consistant à remplacer les normes juridiques par des normes techniques, c'est-à-dire les codes de conduite, les chartes éthiques, les labels. C'est-à-dire qu'en fait, de simples déclarations d'intention suffisent aux puissants, on leur fait confiance, quand les sanctions sont réservées aux gens ordinaires. Donc,
le greenwashing, donc vous savez en quoi ça consiste, hein, c'est les actions de marketing et de communication que mettent en place les multinationales pour faire croire, enfin pour se donner du moins une image éco-responsable. Et donc, c'est finalement l'outil principal du capitalisme vert, et il prend le plus souvent la forme d'investissements de capitaux dans des secteurs tels que les technologies de dépollution. Donc effectivement, on ne voit pas pourquoi ils arrêteraient de polluer, puisqu'ils gagnent de l'argent en polluant, ils en gagnent aussi en dépolluant. Donc sur la gestion des déchets, sur les produits recyclables, les voitures électriques, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique, l'isolation des bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, les dégâts à l'environnement